Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de notre invité Pape Kabo et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre Zoom Société consacré ce mardi au fact-checking. Le fact-checking ou vérification des informations, une pratique qui se répand de plus en plus en Afrique, à l'heure où des photos, des vidéos et des informations vraies ou fausses circulent à une vitesse accélérée, et notamment sur les réseaux sociaux. C'est un reportage de Wanjem Valentin Compaoré, commenté par Marcel Farba-Marona. Des médias africains à la traque de fausses informations distillées au cours de déclarations publiques. Toutes les secondes, à travers ces derniers, fake news et autres hoax dont le but est de désinformer et manipuler le public sont diffusés par des acteurs motivés ou pas pour des intérêts individuels ou collectifs. Un monde inondé de fausses nouvelles qui trouve aux réseaux sociaux un terreau fertile selon Charles Sanchez, universitaire et blogueur. Il y a aussi plus ou moins, je pense, dans cette course un peu effrénée à ce qu'on va appeler le buzz, beaucoup de journalistes citoyens ou de blogueurs qui vont distiller des fausses informations, mais malheureusement, c'est souvent de bonne foi. Je crois qu'ils sont souvent trompés aussi. La vérification des faits, tirée de l'anglicisme fact-checking, connaît depuis 2012 un essor sur le continent. Technique consistant à vérifier la véracité de faits ou de propos tenus par des personnalités politiques, des experts ou encore des institutions, le fact-checking est apparu aux États-Unis dans les années 90. Sous l'impulsion d'Africa Check, cette nouvelle approche du journalisme commence à tisser sa toile en Afrique francophone. Mais l'exemple que je me plais à donner, c'est relatif à un chiffre publié sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, qui disait que 50% des grossesses adolescentes enregistrées en Afrique des grossesses enregistrées en Afrique le sont chez les adolescentes, 50%. Et vérification faite, il s'est avéré que le chiffre de 50%, il était faux, il était largement exagéré. Le bon pourcentage, c'était de 11%. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite? Nous avons contacté l'OMS, qui a reconnu sa faute et a retiré l'information de son site web. À Ejicom, une école de journalisme au Sénégal, la vérification des faits est depuis introduite dans le programme de formation d'aspirants au métier de journalisme. À chaque fois qu'on a fini une session de cours de fact-checking, on voit ceux qui ont le meilleur potentiel, on essaie de les mettre avec des aînés qui vont les encadrer, qui vont les guider pour qu'à leur tour, ils puissent sur la plateforme de l'école produire des sujets de fact-checking. Mais pour y remédier, un réseau de médias dont Africa Check, en collaboration avec Facebook et Google, ont construit un outil dénommé Cross-Check. Celui-ci permet aux internautes de remonter aux médias des informations qui leur paraissent douteuses. Ce dispositif anti-fake news a déjà recensé plus de 3000 articles, tweets, posts Facebook ou vidéos YouTube qui relaient plus de 100 fausses informations. Monsieur Kabo, qu'est-ce qui, selon vous, motive les diffuseurs de fake news? La motivation peut avoir différentes sources. Vous savez, l'information que l'on donne, que l'on met sur le marché, peut influencer des décisions. La décision d'investir ou pas. La décision d'investir ou pas. La décision de se rendre dans un endroit ou pas. La décision d'agir ou de ne pas agir. Alors, que l'on agisse ou que l'on n'agisse pas, cela impacte forcément un endroit, une activité, un environnement, un pays. Donc, les fake news, ce n'est pas sans conséquence. Quelquefois, ce sont des informations qui sont véhiculées exprès dans le but de nuire, de stopper. Ici, je ne citerai peut-être pas, mais nous avons vu à un moment donné que certaines autorités politiques ont vu leur carrière politique tanguer à partir d'informations supposées réelles ou erronées. Mais dans la mesure où l'information était déjà diffusée, avec un bout de vérité, donc tout le reste pouvait être un tissu de mensonge, mais ce bout de vérité-là pouvait faire qu'on accordait du crédit ou pas. Le mal était déjà fait, comme vous le dites. Alors, Jean-Marie, certains auteurs de fake news brandissent parfois la liberté d'expression comme argument. Peut-on tout dire et peut-on tout se permettre finalement sur Internet au nom de cette liberté d'expression? Je ne pense pas. Vous avez un adage français qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et dès l'instant que vous mettez en place un stratagème qui vise à déstabiliser un territoire basé
sur des fausses informations, parce que l'information, nous en économie, nous sommes c'est-à-dire en tant qu'économistes, l'information est une chose essentielle. Le chef d'entreprise a besoin de la bonne information pour aller investir quelque part. Et dès l'instant que vous mettez en branle des fausses informations, qu'est-ce qui se passe? Je parle dans le cadre du développement chez nous en Afrique, ce qui nous intéresse. Dans le cadre du développement, qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs vont se dire que ce pays-là, c'est un pays à risque, donc il vaut mieux ne pas y aller. Et nous, les Africains, nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe-là. Tout simplement pourquoi? Parce que nos économies n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir vérifier toutes les informations. Heureusement que vous avez des multinationales aujourd'hui comme Google ou Facebook qui se disent que OK, il faut que nous aidions ces États-là. Parce que les gens ont l'impression que le fait de pouvoir poster une fausse information, bon, c'est se faire intéressant, mais ils oublient les répercussions, si vous voulez, que cette nouvelle-là a sur la stabilité des régions, des territoires et du pays dans sa globalité. Donc, à partir de là, je pense que la stratégie de pouvoir vérifier les informations de manière formelle et de manière pratiquement entière, dans l'entièreté des informations, pour nous en Afrique, c'est vraiment une nécessité en tant que telle, parce que ça contribue à la déstabilisation de nos États. Parce que, étant donné que le public qui reçoit cette information-là n'a pas la capacité d'aller à la source pour aller vérifier, voir si la véracité de cette information-là peut être mise en doute ou pas. Asphyxier une économie est relativement simple par le biais d'une information, une fausse. Les financiers n'aiment pas le flou. Quand un financier veut investir des capitaux dans un État, il a besoin d'un certain nombre d'informations. Lorsque l'État, pour vendre cette destination-là, diffuse certaines informations et qu'en contrepartie, on reçoit d'autres informations qui viennent contredire cela, on pousse le décideur, on pousse le décideur à prendre le temps de la réflexion. Or, on dit « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Le temps de la réflexion, c'est du temps perdu pour l'investissement des capitaux, c'est du temps perdu pour que l'activité économique se mette à fonctionner. Donc, cette perte de temps-là, c'est pourquoi d'ailleurs en économie, on parle toujours d'un temps, hein. Le facteur temps, il est extrêmement important dans un raisonnement économique pour voir les questions de rentabilité, etc. Donc, les fake news, c'est un combat à mener et je pense que la liberté d'expression ne doit pas être un prétexte pour permettre que l'on diffuse tout et n'importe quoi, notamment aujourd'hui dans les réseaux sociaux, parce que cela peut impacter très négativement une économie, voire même l'asphyxier. Pas seulement même que les économies, ça peut impacter, comment dirais-je, les populations en tant que telles, parce que les comportements... Imaginez un peu, tout à l'heure, là, nous étions en train de parler de la santé dans le cadre du Maroc. Imaginez un peu qu'on parle du sida dans une région en Afrique dans laquelle il n'y en a pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une déstabilisation que vous apportez dans l'économie. Je vous parlais de la santé là tout à l'heure. Ça voudrait dire quoi? Un investisseur extérieur va se dire, bon, je vais dans ce pays-là, c'est vrai que... Est-ce que je veux trouver la main-d'œuvre qu'il me faut en tant que tel? Au niveau des populations locales, ça peut créer des mouvements de panique en tant que tel. C'est pour ça, c'est-à-dire ce fact-checking-là, c'est quelque chose de très très important. Moi, j'insiste encore pour nos économies en Afrique. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens que les économies occidentales possède pour pouvoir aller vérifier. C'est-à-dire quand le destinataire final reçoit un message, il le prend comme étant quelque chose de vrai. Mais vous avez très très peu de gens qui sont capables de pouvoir remonter la source de l'information, arriver en amont de l'information et pouvoir déterminer si elle est vraie, si elle n'est pas fausse. Même quand, comme Pape le disait tout à l'heure, même quand on a vérifié que l'information était fausse, mais étant donné que la nouvelle est déjà partie, on l'a constaté ici, là, ce ne sont pas que l'effet des réseaux sociaux, on l'a constaté ici, là, si vous voulez, avec les journaux aussi. Vous avez des journaux qui sont condamnés parce que, bon, les journaux ont parlé de telle ou telle personnalité de manière négative, mais de temps en temps, c'est la conséquence des procès devant les tribunaux. Mais quand on rediffuse maintenant la décision du tribunal, la décision du tribunal ne vient pas corriger intégralement les dégâts qui ont été causés
comment dirais-je, par la nouvelle première qui est partie. Alors justement, malgré les efforts déployés, le fact-checking n'a pour l'instant pas eu raison des fake news, puisqu'il y en a toujours. Est-ce qu'il faut, messieurs, agir au niveau de la loi, comme ça a été le cas en France, comme ça a été le cas aux États-Unis, et comme le Maroc s'apprête à le faire? Oui, il faudra forcément renforcer la législation. Il faut toujours légiférer quand des situations nouvelles se produisent. Il faut prendre justement les devants et protéger la population, protéger l'activité économique et protéger même la notoriété d'un État. C'est extrêmement important. Mais la législation, vous savez, il faut du temps. Là, encore une fois. Ce n'est pas une affaire banale, hein. C'est une affaire qui est très lourde de conséquences. Ce n'est pas que de la législation pour moi, par rapport à ce que Pape dit. Oui. C'est d'abord l'éducation. Oui. Il y a une chose qui m'a plu là dans le reportage que nous avons vu. J'ai vu un directeur d'un institut qui forme les étudiants en journalistes et qui initie ça à la base. C'est cette initiation-là à la base. C'est la raison pour laquelle je dis toujours sur ce plateau, j'aime pas Graziella, quand on est en train d'aller traiter que les conséquences, il faut remonter à la cause. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait l'analyse de la relation causale pour comprendre, si vous voulez, le phénomène en tant que tel. Si vous ne faites pas cette analyse de la relation causale-là et que vous vous concentré sur les effets, sur les conséquences produites par une action qui a été posée en amont, ce n'est pas bon. Donc à partir de là, j'estime que dans toutes nos écoles en Afrique et tout, il faut créer des modules. Il faut créer des modules dans lesquels, ici là en France, ça existe déjà, ça existe ici là dans les écoles de commerce en France, parce qu'on a vu les dégâts de la finance internationale. On a instauré les cours d'éthique en tant que tel. L'éthique dans les affaires. Le fact-checking est considéré déjà ici comme une structure à part entière du journalisme. Ce n'est pas encore le cas en Afrique. Les fake news peuvent être utilisés aujourd'hui dans la bataille économique comme un instrument de déstabilisation. De déstabilisation, exactement. On n'a pas forcément besoin aujourd'hui de balancer une bombe pour justement freiner une activité économique dans un endroit bien déterminé. Aujourd'hui, par exemple, un fusil qui tonne à un endroit, et le fait que des fusils aient tonné à cet endroit-là et que les journaux ou les autres médias diffusent cette information-là, forcément cela impacte l'activité au niveau de cet endroit qui a été impacté par la balle ou les canons qui ont tonné. Parce que justement, ceux qui projetaient de venir en touriste ou qui projetaient de venir investir vont se dire, bon, j'attends. Ils attendent, là encore le temps agit. Puis quand ils vont attendre, ils vont dire, ben, tiens, ils avaient peut-être décidé d'y aller en investissant 1000 unités. Au final, ils se disent, ben, tiens, je vais peut-être investir moins. Moins, la moitié. Voilà. D'autres fois, ils se disent, je vais peut-être y aller. Ils étaient prêts pour y aller seuls. Ils se disent, bon, peut-être il faut que je trouve un partenaire local. Donc, du temps pour chercher le partenaire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas une affaire banale. Je pense que tout le monde prête une attention particulière. Et je terminerai juste par une affaire politique. Pas longtemps, au pays de l'oncle Sam. Aussi puissant que cet État a pu être, je pense quand même que les gens ont réagi par rapport à des informations supposées vraies ou fausses, mais qui ont aussi impacté le résultat électoral là-bas. D'autant plus que, si vous voulez, la fragilité de nos États africains, parce que là, ici, là, nous sommes sur une chaîne africaine, donc nous parlons beaucoup plus de l'Afrique. La fragilité de nos États ne permet pas, si vous voulez, cette circulation-là des fausses nouvelles en tant que telles. Tout simplement pourquoi? Parce que quel que soit c'est-à-dire l'endroit où vous vous mettez, le secteur, le domaine d'activité, vous avez toujours des impacts négatifs. Tout simplement pourquoi? Parce que nos sociétés ne sont pas suffisamment structurées pour pouvoir faire face à ça. Comme je le disais tout à l'heure, les gens qui reçoivent cette information-là n'ont pas la capacité, même potentielle, d'aller vérifier ces informations-là. Justement, il faudrait se doter finalement d'outils de fact-checking. Et pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas. Bon, c'est un coût. Ça a un coût. Vous voyez, l'acquisition de l'information au départ a un coût. Donc, à partir de ce coût-là, ce sont des constructions que nous allons faire sur le long terme concernant l'Afrique en tant que telle pour pouvoir stabiliser et pouvoir garantir le développement de nos économies. Parce que ces fausses nouvelles-là déstabilisent les régions, si vous voulez, entièrement et complètement. Allez-y. Oui, non, je pense que il faut justement que la législation soit renforcée justement pour sanctionner ceux qui diffusent de fausses nouvelles. Mais l'histoire, c'est que ces informations-là, des fois, elles peuvent provenir d'un endroit où vous ne pouvez pas atteindre l'auteur de ces faits.
La répression contre les diffuseurs de fausses nouvelles est déjà prévue dans le code de la presse dans la plupart des pays africains. Oui, mais aujourd'hui, l'utilisation des moyens, avant, à une certaine époque, c'était un journal où on l'apprenait dans les ondes d'une radio. Mais aujourd'hui, ce sont des réseaux sociaux qui amplifient. Exactement, c'est ce que je voulais dire, ce que Pape dit là. C'est qu'avant, un État au niveau national peut contrôler ces médias, d'accord? Mais quand vous avez des nouvelles en provenance, c'est-à-dire de l'extérieur, est-ce que ces pays-là sont capables, d'où la nécessité alors maintenant, Graziella, d'avoir une coordination internationale en tant que telle. Si on n'a pas cette coordination internationale-là, la fragilité et le manque de fonds disponibles de nos États dont je parlais là tout à l'heure ne peuvent pas permettre de pouvoir endiguer, si vous voulez, ce mouvement-là. Je vous prends l'exemple d'un pays comme la Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Quand la Chine ne veut pas qu'une nouvelle soit diffusée en Chine, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe carrément Internet en tant que tel. Est-ce que nos États, nous avons tous en Afrique la capacité et la possibilité de pouvoir le faire? La Chine maintenant peut se permettre de le faire. Il ne faut pas rêver, les moyens qui permettent de diffuser ces nouvelles-là, les moyens qui permettent, les canaux qui sont utilisés ne sont pas nôtres pour la plupart du temps. Ce sont des moyens qui appartiennent à des capitaux étrangers, maîtrisés par des investisseurs étrangers qui reçoivent des ordres qui viennent de l'extérieur. Et pourquoi est-ce que la Chine le fait? La Chine, quand les autres pays occidentaux veulent dire qu'on limite la liberté des gens, mais les Chinois savent très très bien ce qu'ils font. Tout simplement pourquoi? C'est stabiliser le territoire externe, parce qu'ils connaissent très bien ce que Pape vient d'exposer là, à savoir l'impact des fausses nouvelles dans un environnement donné, dans un État, c'est-à-dire ça vous pouvez plus faire, même si vous faites marche arrière, les dégâts sont déjà là. Et pour pouvoir, il faut avoir les moyens maintenant. On parlait maintenant tout à l'heure là du coup de l'information, pour pouvoir rediffuser, c'est-à-dire dans une large échelle, sur une large échelle, la nouvelle qui est déjà partie en tant que telle. Merci pour toutes ces précisions. Monsieur Pape Kabo, merci d'avoir été avec nous. Merci Graziella, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Jean-Marie, merci à vous également. Merci Graziella, et surtout, je dois dire bonsoir à nos chères téléspectatrices et nos chers téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous suivre tous le soir. En effet, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.